Bienvenue au monde de la course. Dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, le niveau dans la course sur route au Québec ne va pas en montant, pourquoi ça stagne depuis des années et des années, qu'on a encore un record québécois au marathon de 2,14 et quelques qui perdure encore après plus de 30 ans. Donc, je vais expliquer ça, mais tout d'abord, avant, je veux juste faire quelques petites annonces et toucher à quelques petites nouvelles. Tout d'abord, je veux remercier mes Patreons or, si on veut, ceux qui font des dons de plus de 5 dollars par mois pour encourager le podcast. Ceux-ci sont Mathieu Pollard ainsi que Tristan Garcia. Merci beaucoup pour votre support. Si vous aussi vous voulez avoir un petit shout-out par épisode, si vous voulez 2 shout-outs par épisode, vous allez sur Patreon et vous donnez avec votre carte de crédit, c'est 5$ ou plus par mois. Et si vous voulez avoir quand même un shout-out par mois et quand même encourager l'épisode, vous pouvez, ça aussi c'est ultra apprécié, vous pouvez donner à partir de 3$ par mois. Vous aurez un shout-out par mois dans un épisode, d'habitude le premier que je sors dans le mois. Et si possible, si vous pouvez donner 3$ et 1 cent, ça fait que j'ai une pas mal meilleure cote de la part de Patreon. Si vous donnez 3,00$, là, ils me prennent une plus grosse cote, mais à partir de 3$ et 1 cent, c'est là que j'ai une meilleure portion de la tarte. Donc, merci à tous mes Patreons. Et une autre façon d'encourager, si vous souhaitez encourager le podcast, eh bien, rejoignez mon équipe pour le demi-marathon virtuel du Mont-Tremblant. J'ai créé une équipe qui s'appelle Le Monde de la course. J'en ai déjà parlé dans l'avant-dernier épisode que j'ai sorti. C'est entièrement gratuit l'édition virtuelle de cette année. Je suis leur ambassadeur, donc j'essaie de promouvoir ça. Et il y a des prix à gagner. Donc si on a tous les auditeurs, ou si, mettons que j'ai juste 10-15% des auditeurs qui s'inscrivent, je suis à peu près sûr qu'on va gagner. Dans le fond, il y a des distances. Il y a le 1, le 2, le 3, le 5, le 10, le 21. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est gratuit. Et l'équipe gagnante, l'équipe qui aura ramassé le plus de kilomètres, va recevoir un grand prix d'une valeur de plus de 1000$. Et donc, c'est quoi? 10 inscriptions gratuites pour l'édition 2021, la vraie édition, à moins que le coronavirus dure toujours. 10 t-shirts officiels et 10 passeports demi-marathon Mont-Tremblant, que ça donne des rabais à plusieurs activités, plusieurs choses. Je ne sais pas exactement quoi en détail, mais en gros, juste pour le t-shirt, l'inscription, ça vaut déjà la peine. Puis en ce moment, j'ai 3 personnes qui sont rajoutées à mon équipe à la date de l'enregistrement. Donc en ce moment, moi je ferai tirer ces prix-là parmi tous les participants, les 10 prix, parce que moi de toute façon j'aurai mon inscription gratuite et j'ai déjà des t-shirts. Donc les 10 seront tirés parmi tous ceux qui rejoindront mon équipe, qui est le monde de la course. De même, en ce moment vous avez des bonnes chances. C'est sûr, si là on a 30 personnes, ben là, ça nous assure de gagner. Puis vous avez quand même une chance sur 3 de remporter ça. C'est assez des bons odds, surtout que vous n'avez pas besoin de changer vos plans. Vous pouvez juste, si vous planifiez faire un 10 km cette journée-là, ben inscrivez-vous au 10. Si vous planifiez doubler, faire un 10 puis un 5, mais vous pouvez vous inscrire à 2 événements, ça le dit dans les règlements. J'ai bien regardé. Ça disait le nombre de participants par équipe est illimité et les distances sont au choix de chaque participant. Je me souviens, j'ai lu quelque part dans le courriel, ça disait vous pouvez faire plus qu'une distance. Donc, disons que vous faites un demi-marathon le matin, vous inscrivez au demi-marathon, puis vous avez encore d'énergie dans la journée, vous allez faire une sortie de 6 ou 7, ben vous pouvez inclure ça dans le 5 km. Vous inscrivez aussi au 5 km. L'inscription, ben, vous pouvez suivre les détails
J'ai déjà montré dans le dernier épisode, allez au site du demi-marathon Tremblant, inscrivez-vous à l'édition virtuelle et ben, ça encourage le podcast parce que de même, ça montre au demi-marathon que ben, j'ai réussi à amener bien du monde dans leur à participer à leur course virtuelle. Ça, c'est bon pour eux que du monde participe à la course virtuelle parce que ça augmente les gens sont plus au courant de leur demi-marathon. Il y a plus de chances qu'ils s'inscrivent pour l'année prochaine. Et donc, ça, c'est bon parce que ça fait que si je suis capable de montrer que mon podcast amène les gens à s'inscrire à des affaires, j'aurai peut-être plus facilement des sponsors dans l'avenir pour peut-être aider financièrement le podcast. Donc, inscrivez-vous à l'équipe Le Monde de la course pour le demi-marathon virtuel de Mont-Tremblant. Et ça devrait être, si on a, je dis même 5-10% des gens qui le font, vous faites juste incorporer votre jog que vous prévoyez déjà faire. Tout ce qu'il faut faire après, c'est juste prendre une photo de votre montre, je crois, qui enregistre, qui montre que vous avez fait la distance et le tour est joué, vous mettez ça en ligne. Et de même, on pourrait très facilement aller rafler les 10 inscriptions gratuites et les 10 t-shirts et les 10 passeports demi-marathon Mont-Tremblant. Autre nouvelle, je pense que j'ai déjà mentionné, mais au cas où je ne l'ai pas déjà mentionné, je coach pour AVM, pour un groupe d'entraînement les midis, mardi et vendredi. On fait ça au terrain d'athlétisme de Westmount. Donc, si vous êtes dans ce coin-là ou pas trop loin de ce coin-là, ça c'est un groupe environ, je vous dirais, moyenne. On a du monde de 25, on a du monde de 40, on a du monde de 50, de 60, puis des athlètes qui sont quand même assez forts dans leur catégorie d'âge, et dont plusieurs qui font le marathon de Boston, qui faisaient avec le marathon annulé cette année. Mais on a du monde de ce niveau-là, mais aussi du monde juste qui sont très performants dans leur catégorie, mais pour vous donner des idées, autour de peut-être 3h30 au marathon, certains autour de 2 heures au demi-marathon. Donc, c'est un groupe très inclusif. On fait ça pour l'instant. On est souvent au terrain d'athlétisme de Westmount, une piste de gravel. Pas super rapide, mais c'est bon. Ça fait pousser, ça pratique le mental et ça détruit pas les jambes. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message ou allez visiter le site runavm.com, runavm.com, pour avoir plus de détails. Des fois, le site n'est pas trop updaté, mais n'hésitez pas d'envoyer des courriels au courriel que vous verrez là ou à mon courriel, peu importe. Puis ça nous fera plaisir de vous faire venir juste pour un test, voir si vous aimez le groupe. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave. J'ai déjà eu du monde qui m'ont contacté pour le podcast, ils sont venus à un entraînement, finalement, c'était pas pour eux. Il n'y a aucun problème. Puis si jamais vous aimez ça, là, en ce moment, on a des tarifs pour moitié de l'année, vu qu'on a déjà fait la moitié de l'année. Donc, n'hésitez pas. Aussi, dans les nouvelles, on a Garmin. J'avais mentionné dans le dernier épisode que j'ai sorti, c'était un peu en retard, que Garmin venait d'arrêter de fonctionner. Et là, ça fait un bon bout que là, ils ont recommencé à fonctionner. Et c'était en effet une ransomware attack. On avait des pirates informatiques, si on veut, des hackers, qui avaient encrypté toutes les données de Garmin. Et ils demandaient une rançon de 10 millions. Et apparemment, Garmin a payé la rançon. Ils ont fait ça via Arrête IR, je sais pas comment ça se prononce en anglais, peut-être Arrête IR, qui est comme une compagnie qui spécialise pour les négociations avec des hackers, je crois, de ce que j'ai compris. Et il y a beaucoup de monde qui spécule que le paiement a été fait à, puis ça c'est vraiment drôle, le nom, on dirait un film de James Bond, c'est Evil Corp, qui sont apparemment le groupe de hackers qui auraient, du moins qui sont à l'origine du type de hacking dont Garmin a été victime. Alors, c'est quand même intéressant, mais c'est ça que je m'attendais, c'est la façon qu'ils avaient encrypté ça.
tu pouvais pas hard decode ça. Tu peux pas juste mettre un ordinateur qui essaie de plein de code. C'est fait pour résister à ça. Il faut vraiment que tu aies la clé pour débarrer. Puis au final, selon les nouvelles, je pense que j'avais vu ça sur la BBC, ben, ils ont obtenu la clé. Ils ont payé, pas directement aux hackers, mais ils ont payé à la compagnie qui s'est occupée de négocier. Ben, en fait, pas de négocier, qui ont juste fait la transaction, juste pour pas que ça soit fait directement. Donc, quand même intéressant. Maintenant, Garmin fonctionne à nouveau, mais c'est quand même fou de voir que toutes les grandes entreprises sont vulnérables. La sécurité, ça devient de plus en plus important. Puis c'est quand même pas rien, là. C'est quand même important, les données de Garmin. Il y a beaucoup de monde souvent qui capote sur les données. Ils disent, je veux pas trop partager mes données, mon Google m'écoute, tout ça. Mais selon moi, souvent les gens, en général, j'ai l'impression que les gens pensent que les compagnies, ils sont vraiment intéressés par ce qu'ils ont à dire. En réalité, ils sont pas tant, ils capotent pas tant. Tout ce qu'ils veulent, c'est te vendre des affaires. Ils veulent pas, ils vont pas essayer de te contrôler ou rien. En tout cas, bref, ça tourne un peu plus dans le conspiracy world. Mais ça, c'est un. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont un peu, qui ont quand même des craintes à propos à ça. Et je dirais que c'est quand même un peu fondé. Mais je dirais que dans le cas de Garmin, là, c'était vraiment euh, ceux qui disent il y a rien à craindre. Oui, c'est encrypté, donc c'est pas nécessairement volé, mais bref, c'est que des hackers aient pu euh, euh, entrer dans le réseau de même de Garmin, puis le paralyser au complet. Il aurait facilement pu voler des données aussi, je crois. Puis les données Garmin, c'est quand même important par rapport à ta santé. Je pense qu'ils peuvent voir ta fréquence cardiaque. C'est une montre qui regarde ça. Donc, tu peux. Après ça, je veux pas trop spéculer, mais bref, selon moi, c'est quand même des données assez sensibles. Puis aussi l'adresse, parce que Garmin peut voir d'où tu pars et d'où tu quittes. C'est sûr qu'il y a plein de monde, ben, sur Strava, moi-même, j'ai mon profil public, puis les gens pourraient voir à peu près où j'habite en regardant. Euh, mais ben, tu as beaucoup de monde justement qui mettent une dead zone pour pas qu'on puisse voir exactement où ils commencent et où ils finissent leur sortie sur Strava. Je pense que tu peux faire ça aussi sur Garmin. Mais là, si les données directes sont prises, ben, les personnes peuvent voir vraiment assez précisément où est-ce que vous habitez. Donc, quand même, c'est non négligeable. C'était très décevant. J'ai trouvé que ça a pris beaucoup de temps à régler ce problème. Je suppose qu'ils attendaient, ils essayaient de voir, ils ont dû attendre, voir s'il y a vraiment une façon de ne pas payer la rançon. Mais au final, 10 millions pour eux, c'est une petite goutte dans toutes leurs dépenses. C'est une entreprise de plusieurs milliards. Je pense que c'était 20 milliards de dollars ou quelque chose du genre quand j'avais regardé. Pour eux, c'est pas si pire que ça. C'est juste. Je pense qu'ils voulaient juste s'assurer que quand ils paieraient, ils recevraient la clé pour désencrypter toutes les informations. Dernière petite nouvelle avant que j'aille sur mon rant. Euh, une nouvelle étude qui est sortie sur Morton. Morton, c'est comme le nouveau Gatorade, si on veut. C'est apparemment une évolution. Il y a beaucoup de monde qui disait que c'était meilleur que tous les autres drinks de nutrition sportive comme pour remplacer le Gatorade. Juste attendre pendant que ce bruit passe. Bon, il y a des réparations dans les tuyaux dans le coin. Désolé pour ça. Euh, Dans le fond, ils ont fait une étude, là, enfin, pour essayer de comparer, voir s'il y a des différences entre le Morton et le Gatorade ou tous les autres drinks de, de- qui donnent des électrolytes et du sucre et tout ça. Euh, Ils n'ont pas trouvé de différence entre ces drinks-là et, euh, et le Morton. Donc, très décevant pour Morton
Entre autres, ils sont endorsed par Eliud Kipchoge. Là, on peut le voir souvent dans ses photos qu'il publie. On le voit avec l'espèce de petits, des petits gels Morton, les petits drinks, les petites bouteilles de Morton. Au final, ils ont pas trouvé de différence. Je vais pas aller trop en détail là-dessus, parce que j'ai pas survolé l'étude au complet. Je me suis arrêté aux titres qui sont sortis, qui étaient qu'il n'y avait pas de différence. J'ai juste regardé les grosses figures. Ce serait peut-être intéressant dans un autre épisode d'aller plus en détail pour voir ça, mais peut-être une fois quand j'aurai un spécialiste en nutrition sportive à nouveau, comme Annick Bessot. Mais bref, c'est quoi le take-home message avec ça? Quoi faire à la nouvelle lueur de ça? En gros, achetez juste le drink qui vous va, que vous aimez le goût, que vous êtes capable de bien le digérer pendant que vous courez. Prenez celui que vous êtes habitué ou celui que vous savez qu'il y aura à votre course. Si à votre course, ça va être du Gatorade, mais pratiquez-vous avec du Gatorade, ça va être je ne sais pas toutes les autres marques, mais bref, allez avec ce qui vous tente. Puis personnellement, moi, d'habitude, je vais aller aussi avec ce qui est le moins cher et qui me convient. Et moi, je suis pas sponsorisé ou rien par Gatorade, mais je trouve d'habitude, tu peux le trouver au maxi à comme 5$ le petit container de poudre. Donc, ça revient pas trop cher de même. Donc, personnellement, je vous dis, vous pouvez prendre ça. Je sais qu'il y a plein d'autres entreprises qui font ça, peut-être qui ont des bons deals aussi. Alors, regardez ça, mais pas besoin pour l'instant de payer le triple ou le quadruple du prix en achetant du Morton, parce que c'est ça qui charge à peu près. C'est pas mal, pas mal plus cher. Et là, j'ai mon chat qui passe brièvement. Je pense pas que ça a affecté la vidéo. Donc, ça va être le fun. On a le chat qui va calmer un peu la situation. Maintenant, bon, je vais aller sur mon rant. Alors, pourquoi est-ce que je rant tout à coup? Alors, initialement, dans le fond, ce qui s'est passé, je comptais faire le, un marathon d'élite qui aura lieu à Waterloo pour essayer de faire un standard élite cette année. Essayer de faire, sûrement que ça serait juste un peu en bas d'un 21,01, qui était le standard que je devais atteindre l'année passée. Et là, j'ai juste demandé pour vérifier. J'ai envoyé un courriel à la Fédération québécoise d'athlétisme. À leur crédit, j'ai eu une réponse très rapidement. Donc, merci à la personne qui a répondu. Et dans le fond, on m'a référé à un courriel qui a été envoyé le 6 mai. Mais ça ne m'avait pas été envoyé à moi, ça avait été envoyé aux athlètes identifiés élite ou relève. Donc, je ne pouvais pas le savoir, étant donné que je ne l'étais pas depuis l'année passée, vu que j'ai pas atteint le standard. Et en gros, ce que ça disait, c'est que ce message s'adresse aux 126 athlètes identifiés élite ou relève. En gros, avec toutes les compétitions qui sont annulées, ils ont le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a accepté de prolonger cet automne l'identification des athlètes détenant présentement un statut élite ou relève. Donc, en gros, c'est comme un peu une PCU pour les athlètes élite et relève au Québec. Pour ceux qui ne savent pas la différence, élite, c'est comme les personnes, je pense c'est 22 ou 23 ans et plus qui sont élites, tandis que relève, je pense c'est en bas de cet âge-là ou autour de quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu comme une PCE pour ça. J'ai pas de problème avec cette décision, étant donné qu'en effet, il y a très peu de compétition, donc c'est difficile. Ce serait chiant pour eux de juste dire bah, vous devez quand même faire votre standard et trouvez-vous une compétition qui va vous le faire en si peu de temps. Le problème, c'est tous ceux qui ne sont pas élite ou relève n'ont aucune chance de l'être à nouveau. Donc, moi, je ne l'ai pas eu l'année passée et à cause de ça, je suis doublement puni parce que je ne l'aurai pas cette année non plus. J'ai aucune chance de me rattraper. On m'a indiqué s'il y a quelqu'un qui prend sa retraite, là, je pense que la FQA, ils jasent entre eux, puis ils décident en fonction c'est qui la meilleure autre personne qui était placée pour faire ça. Mais je pense pas qu'il y a personne qui va prendre sa retraite. D'habitude, c'est extrêmement rare que quelqu'un qui est classé juste décide de prendre sa retraite. Je pense que c'est arrivé peut-être une fois avec Alex Genet,
Mais lui était cardé nationalement de toute façon. Donc, c'était pas le cas de ça. Personnellement, j'ai jamais vu ça euh, arriver. Et donc, ça veut dire, en gros, je ne l'aurai pas cette année non plus. Puis tous les autres coureurs sur route non plus qui l'ont toujours pas eu les années précédentes, ben, ne pourront pas l'avoir cette année non plus. Puis ça tombe un peu au pire moment parce que en ce moment, les coureurs sur route, on n'a absolument aucun revenu qui rentre. D'habitude, des fois, à part nos jobs, évidemment, si on les a pas perdus. Mais d'habitude, nous, on compte, moi personnellement, je compte en partie sur les revenus de bourse que je fais. L'année passée, j'ai fait peut-être au total 4 000, 5 000 dollars en bourse de course. Cette année, je suis à zéro. Et cette année, j'ai reçu zéro du gouvernement, étant donné que je n'ai pas identifié élite. Et l'année prochaine non plus, je recevrai encore zéro. Et dans le fond, là, vous allez dire, mais là, c'est juste toi qui chiales parce que tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas pu atteindre. Oui, c'est un peu chiant, mais ils ont trouvé la moins pire solution. Ils ne peuvent pas juste en donner à tout le monde des identifications élites. Oui, ça, c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord que euh, il n'y a pas de solution parfaite. Puis, dans un contexte où en ce moment, les athlètes, les coureurs sur route n'étaient pas défavorisés, j'aurais été pas mal d'accord avec cette décision-là. Euh, L'affaire, c'est que j'ai beaucoup jasé, j'ai appris en jasant avec Phil Viau-Dupuis, et j'ai réalisé que les athlètes, les coureurs sur route sont, selon moi, défavorisés par la Fédération québécoise d'athlétisme, euh, qui a pour but, elle, la Fédération québécoise d'athlétisme, elle ne gère pas juste l'athlétisme, elle gère aussi la course sur route. C'est dans son mandat. Mais on va aller regarder. On va aller regarder pourquoi est-ce que je dis que selon moi, elle défavorise les coureurs sur route. Donc, si vous allez sur son site, ben, vous pouvez juste googler identification des athlètes de haut niveau, puis rajouter athlétisme Québec à ça, puis vous trouverez cette page-là sur Google. Donc là, ça dit les identifications d'athlètes de haut niveau. Là, ça donne tous les documents, donc les athlètes identifiés. Donc, on va sortir cette liste d'athlètes identifiés. Je vais juste fermer ça. Donc, on va regarder, on va commencer du côté homme, vu que je disais, vu que je chialais un peu à propos de ça. Donc, si on regarde, c'est la même liste que j'ai sortie, je pense, c'est à peu près la même liste que j'ai sortie l'année passée quand j'ai fait mon épisode du retour sur le marathon de Toronto, que je chialais un peu qu'il n'y avait pas de coureur de distance. Donc, on va juste récapituler ça. On a une personne qui s'est qualifiée, Jean-Simon Desgagnés, au 3000 mètres steeple. On a 1500 mètres, ça c'est excellence. Donc ça, ils ont un brevet de Sport Canada. Ensuite, on va regarder Élite Homme au Québec. On a 800 mètres, 400 mètres, 800 mètres, saut longueur, 800 mètres, 1500 mètres, perche, 800 mètres, triple saut, marteau, 800 mètres, 3000 mètres steeple, 800 mètres, perche, 800 mètres, 200 mètres, 1500 mètres. 100 mètres, 200 mètres, hauteur 1500 mètres, 1500 mètres, 100 mètres, 400 mètres haie, longueur 5000 mètres, le plus long qu'on a vu à date, Marc-André Trudeau-Perron, et 1500 mètres. Donc, à noter, aucun sur marathon, aucun sur demi-marathon, même aucun sur 10 000. On va regarder relève, peut-être. Relève homme, 100 mètres, 100 mètres, 400 mètres haie, 100 mètres, hauteur, longueur 1500 mètres, 110 mètres haie, longueur, hauteur 2000 mètres steeple, 100 mètres, longueur 400 mètres, 200 mètres, 800 mètres, 400 mètres, 400 mètres, 400 mètres haie, 3000 mètres steeple, 110 mètres haie. On a un 10 000 mètres, donc Perry McKinnon qui avait réussi à aller chercher un standard, puis ça c'est un standard relève, c'est pas un standard élite. Relève, si on va regarder, ça lui prenait combien? Lui, je suis à peu près sûr qu'il est dans les plus âgés pour la relève. Donc, 22 ans, c'est le maximum. Ce serait 30-46, on verra plus tard, qui est plus
c'est quand même très fort, mais c'est si on veut faire ça pour les élites, là, ça devient déjà là, je pense, ça baisse à 30-13 ou quelque chose de genre. Mais bon, il a été smart, il l'a fait aux 10 000 mètres parce que au demi-marathon, au marathon, sont à peu près impossibles en ce moment les standards pour les coureurs qu'on a. Donc on va continuer, là, j'avais fait Perry 10 000 mètres. Donc javelot 400 mètres, 5000 mètres, 1500 mètres, 400 mètres, 100 mètres, 800 mètres, 800 mètres, marteau, poids, 5000 mètres, 100 mètres, décathlon et 800 mètres. Donc, dans tout ce que j'ai nommé, c'est pour. On peut aller regarder espoir, 200 mètres, longueur, disque, marteau, 100 mètres, 200 mètres, hauteur, 800 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, hauteur, poids, 800. Bref, il y en a pas. De toute façon, espoir, je pense pas trop qui compétitionnent sur le 5000. Mais bref, si on regarde juste relève et élite, le plus long qu'on a eu, c'est 10 000 mètres. Ça, c'est pour l'année passée. Puis ça va être pour cette année aussi, étant donné qu'ils vont juste reconduire ceux qui l'ont eu cette année, ils vont juste leur redonner. Et donc, ça va être c'est la liste pour l'année passée et cette année. On a un 10 000 mètres et c'est tout. On n'a pas aucun athlète au demi-marathon chez les hommes, aucun athlète au marathon. Le dernier athlète au marathon qu'on a eu dans cette liste, c'était moi. C'était pas l'année passée, mais l'autre avant, quand j'avais fait autour de 2:22:04 au marathon de Montréal. Avant ça, on a eu Philippe Viau-Dupuis, qui l'a eu une fois. Il l'a eu une fois, puis ça, c'est après qu'il a chialé. Parce que dans le fond, dans ce temps-là, ça c'est selon ce qu'il m'a expliqué, mais je pense que ça fait du sens, à moins qu'il y ait eu quelque chose qu'il a mal compris. Avant ça, la fenêtre d'ouverture pour faire les standards, je pense que ça fermait en octobre mais avant octobre, quelque chose comme ça. Donc, quand tu avais la saison de marathon, si tu faisais, mettons, le marathon de Toronto ou un marathon après ça, ça ne te qualifiait pas. Donc, on a eu, dans le passé, Philippe Viau-Dupuis l'a fait, le standard. Il l'a fait quelques fois. Et il avait dit, bon, enfin, je l'ai eu. Alors, voici, je l'ai eu, je devrais l'avoir cette année. Mais là, il s'était fait dire, non, c'était en dehors des périodes de qualification. Le problème, c'est que le marathon, tu peux juste le faire soit au printemps ou soit en fin automne. Sinon, il fait trop chaud. Donc, les marathoniens, on n'a pas trop le choix. Demi-marathon aussi, c'est pas mal ça. Là. Tu peux pas faire un bon demi-marathon en plein été à la chaleur. Donc, pendant des années, les marathoniens, demi-marathoniens ont été vraiment exclus juste à cause des dates d'ouverture du moment où est-ce qu'on pouvait réaliser la performance. Un autre nom, David Leporo. De ce que j'ai compris, il n'a jamais reçu une scène du gouvernement. Il n'a jamais été qualifié une fois. Pourtant, c'est lui qui a fait des 2,19, le gars. Il a fait le seul sub 2,20 qu'on a eu depuis un bon bout. C'est lui qui l'a fait. Et il a jamais... Corrigez-moi, s'il vous plaît, corrigez-moi si c'est pas le cas. Je veux être corrigé si je me trompe là. Mais au meilleur de mes connaissances, il n'a jamais reçu une scène. Donc, les meilleurs marathoniens qu'on a, puis qui font quand même des bonnes performances, pendant des années, c'était simplement une question que je ne sais pas pourquoi personne ne s'était attardé à vérifier que eux, ça faisait du sens pour eux, ça faisait du sens pour leur distance, les dates qu'ils avaient pour faire les performances, puis ça faisait aucun sens parce qu'ils pouvaient pas. Je pense même aussi que ça commençait pas en tout cas, je veux pas trop spéculer, mais bref, que tu exclues les marathons d'automne avec les anciens règlements. Ça laissait seulement les marathons de printemps, donc en avril, mars-avril peut-être, mai. Et le problème, c'est qu'au Québec, c'est à peu près impossible de faire un bon build-up pour un marathon de printemps parce qu'il faut que tu t'entraînes en hiver. Je l'ai fait pour Rotterdam,
ça a été un des pires build-up de ma vie parce que j'ai glissé sur la glace plein de fois. Je me pétais la face plein de fois. On n'a pas les conditions au Québec pour faire ça. Donc, en gros, pendant toutes ces années-là, euh, les coureurs au Québec avaient juste aucune chance parce que là, tu avais le marathon de printemps, tu essaies de bien faire, mais tu peux pas avoir vraiment un bon build-up au Québec. Ensuite, tu t'essayes pour un marathon d'automne, mais ton marathon compte pas. Ok? Là, à leur défense, après que Philippe Viau-Dupuis ait chialé, il a dit, ben là, crime, comment ça se fait que moi, je ne vais pas le recevoir? C'est con, là, j'ai fait le marathon, il est hors de vos dates, mais c'est le seul que je... Tu sais, je l'ai... C'est un peu injuste. Vous avez plein de compétitions que vous pouvez faire. Tous les autres athlètes peuvent faire plein de conditions de compétition en été. Ça va pas trop les désavantager. Un marathon en été, tu peux pas. Donc, il disait, moi, le seul moment que je peux le faire, c'est en automne, que je peux faire vraiment un bon marathon. Puis même s'il pouvait en faire un bon printemps, mettons qu'il y aurait les conditions pour faire un printemps, tu as 2 chances pour te qualifier. Les athlètes sur les autres distances, ils ont plus que 2 chances. Là. Ils ont, je regarde du 800 mètres, du 200 mètres, du 100 mètres, tu peux en faire plein. Tu peux en faire un à tous les week-ends quasiment. Là, un marathon, là, tu peux juste en faire 1 ou 2 bons par année. Moi, je l'ai étiré l'année passée quand j'ai décidé de faire Montréal avant Toronto. Puis j'ai fait ça parce que les standards sont très difficiles au marathon. Donc, j'avais pas confiance que je pourrais le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire moins d'argent. J'ai décidé, je vais faire Montréal. Je vais m'essayer pour Toronto, mais je vais pas mettre mes chances là-dessus parce que le standard est vraiment difficile. Là, ça m'amène au deuxième point, c'est les standards. Regardez Elite Homme, les standards. Ils sont de plus en plus difficiles. À chaque année, ça devient de plus en plus difficile, mais surtout pour les épreuves de distance. Et là, c'est pourquoi c'est ça. De ce que on m'avait expliqué à la FQA, c'est qu'ils basent ces standards-là sur les performances à travers le monde, avec la World Athletics, l'ancienne IAAF. Puis là, si les performances en moyenne deviennent plus vite, ben, ils rendent les standards plus rapides. Le problème, c'est que dans les 20-30 dernières années, les temps aux 10 000 mètres, demi-marathon, marathon, surtout le marathon, là, on a été chercher des temps. Les temps ont se sont beaucoup améliorés à travers le monde. On fait juste penser à Kipchoge qui est allé sous 2 heures. Oui, évidemment, ça ne comptait pas, mais il est quand même allé chercher 2,01 en bas de 2,02. Okay, le record au marathon n'a pas cessé de chuter dans les dernières années. Dans les autres disciplines, beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de progrès au 10 000 mètres, demi-marathon, marathon. Donc ces standards-là, dans les dernières années, n'ont pas arrêté de chuter. Si l'année passée, je m'étais fait évaluer selon les standards de l'année précédente, pour le standard élite au marathon, je l'aurais eu avec mon 2,21,20. Mais parce que dans le monde, ça s'améliore, là, j'ai pas eu. Puis là, il y en a qui vont dire, ben oui, il n'y a pas de système parfait. Tu sais, comment ils sont censés décider de ces standards-là? Sur quoi ils sont censés se baser? Tu sais, ils ont choisi de se baser sur la World Athletics, l'ancienne IAF. Tu sais, c'est quand même une bonne source. On regarde les performances à travers le monde, puis donc on se base sur ces temps-là pour décider qui a des bonnes chances de médaille. Mais ma question, c'est est-ce que c'est ça le seul critère d'être compétitif au niveau mondial? Le standard pour être élite au Québec? Est-ce que ça devrait être ça? Est-ce qu'on devrait se baser sur ça? Parce qu'en ce moment, il n'y a juste pas vraiment de relève, si on veut, sur le marathon, demi-marathon au Québec. Oui, il y a de la relève. Moi, je m'essaye, Patrice Lamonté s'essaye, Tony Larouche, Alex Lavoie-Gilbert et d'autres. Oui, on s'essaye, mais en ce moment, on doit travailler des jobs pas mal full-time. Chez Anthony Larouche, c'est à peu près sûr qui est à peu près full-time, sinon 80%. Moi, je m'étais mis à 80% l'année passée. Je m'étais dit, je vais mettre des chances de mon côté, puis je vais compter sur l'argent que je recevrai
du Québec, ça va un petit peu compenser. Ça va pas compenser complètement parce que là, je drop mon salaire annuel de quoi? Quasiment 8 000 $, puis je vais recevoir 4 000 $ en retour. Donc non, c'est pas exactement un trade-off, mais je suis prêt à faire ce sacrifice-là. Si je sais que je vais avoir au moins cette source d'argent-là, je peux aller chercher un petit peu de bourse par-ci par-là. Quand même, ça va un peu compenser que le fait que je travaille 80%, puis de même, je pourrais plus récupérer, je pourrais performer, je pourrais améliorer mes temps. Là, le problème, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a aucun homme au marathon, au demi-marathon, dans l'élite québécoise en ce moment, sur les listes des normes de classement d'élite de la FQA qui vont recevoir de l'argent du gouvernement. Donc, comment est-ce qu'on est censé s'améliorer si on ne va pas recevoir d'argent? Après, je sais qu'il y a du monde qui vont dire ah, c'est juste, on ne court pas pour l'argent, c'est le but de la course, ça doit être noble, ça doit être juste l'amélioration, puis la compétition. Il y a plein de gens, je reconnais, 99,9% des coureurs vont pas du tout courir pour l'argent, ils vont courir juste pour faire des records personnels, puis il y en a qui vont quand même faire des superbes performances, puis ils vont jamais recevoir d'argent pour ça. Mon point est que si on ne reçoit pas d'argent, si les élites ne reçoivent pas d'argent, s'il n'y a pas cette incentive-là, moi, je vais travailler full-time. Je travaille full-time pour pallier à cet argent-là que je ne reçois pas. Si je travaille full-time, si je travaille à 100%, c'est quoi? Est-ce que ça m'aide à améliorer mes performances? Puis là, il y en a qui vont dire, ben peut-être, il y a du monde, il y a des infirmières qui réussissent, qui font des affaires super. Je pense qu'il y avait l'histoire de l'infirmière qui avait fini deuxième au marathon de Boston. Oui, c'est super ça. Mais règle générale, si tu veux compétitionner élite, tu peux pas travailler full-time in autre job. Puis cette infirmière-là, je pense, dès qu'elle a fini deuxième, elle a empoché sa bourse, ben là, elle s'est mise à prendre du time off de sa job d'infirmière pour vraiment focuser sur la course. Parce qu'elle aussi, elle réalise que tu as besoin de récupération. Si, là, je vais me souvenir de quand j'ai été voir une conférence d'Alain Bordelot, le recordman québécois au marathon, qui a le record qui dure depuis 30 ans, plus de 30 ans. Il disait dans sa conférence avec le coach Ben Leduc, il disait la grosse différence, c'est que moi, quand on me demandait ce que je faisais, je disais je suis un coureur. Lui, il a un background en éducation physique aussi. Il était prof d'éducation physique, mais il se consacrait. À cette époque-là, il y avait des bourses de 10 000 $ pour le marathon de Montréal, comme que lui pouvait avoir accès. Pas juste des bourses comme aujourd'hui, oui, je pense que c'était 10 000 $ pour le marathon de Montréal, mais ça, c'est un Kenyan qui allait l'avoir ou un Éthiopien. Les bourses pour le premier Canadien, c'était 1500. Puis pour le premier Québécois, 1000 $. Okay, donc 2500 total. Donc, à cette époque-là, il y avait ça. Il y avait, mettons, Marathon de Montréal, il avait été réussi à. Puis il avait négocié, il a travaillé pour avoir ça. Mais il était capable d'aller chercher. Il y avait de la volonté des compagnies de mettre de l'argent pour mettre 10 000 $ pour le Marathon de Montréal. Et il y avait plein de circuits. Il y avait le circuit Loto-Québec. Il y a de l'argent, là, c'est Loto-Québec. Il y avait des bonnes bourses. Je pense qu'il y a eu un certain temps un circuit Timex. Ça, c'est des années que j'étais possiblement pas né ou des années, du moins, que j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. Mais de ce qu'on me raconte, il y avait quand même des bourses significatives. Là, dans les dernières années, les bourses, c'était pas incroyable. Je dirais dans les 2 dernières années, peut-être que ça a commencé à remonter, c'est mon impression, mais on n'est pas du tout près de ce qu'il y avait dans ce temps-là. Et donc, lui, il disait, Alain Bordelot, il disait, je suis, quand on me demande ce que je dis pas je suis professeur, je dis je suis coureur. Parce que je dédie mon temps à la course. Je pense qu'il faisait quand même peut-être un petit peu de remplacement par-ci par-là, des petits contrats par-ci par-là, mais il se dédiait vraiment à 100%, à 99, 95%
à la course. Puis c'est ça qui lui a en partie permis d'aller chercher le record. Oui aussi, je pense qu'il y a énormément de talent. Ça, c'est indéniable. Mais il y avait ce facteur-là. Puis à cette époque-là aussi, il y avait plein d'autres gars avec lui dans le club, Regina Mundi, que les gars se poussaient. Puis c'était tous des gars qui étaient vraiment motivés, puis qui se poussaient en entraînement et tout ça, qui se concentraient vraiment là-dessus parce qu'ils pouvaient. Parce qu'il y avait quand même de l'argent qui était là. Donc là, le problème, dans les dernières années, le dernier, si on repart après Philippe Viau-Dupuis, avant lui, je ne sais pas c'est qui le dernier homme, du moins, au marathon, au demi-marathon, à avoir reçu de l'argent du gouvernement parce qu'elle était classée dans la liste d'élite de la FQA. On va regarder les femmes aussi. Je veux pas faire mon sexiste puis juste regarder les hommes. On va regarder les femmes aussi. Femmes, alors, longueur, 3000 steeple, 800, demi-marathon, Anne-Marie Comeau. Puis chez les femmes, en effet, on a eu plus de femmes, je pense, dans les dernières années. Mais c'est des femmes qui sont de très, très haut niveau. Anne-Marie Comeau, c'est une olympienne en ski de fond. Puis elle a des performances vraiment fortes, des grosses performances. Sa performance au demi-marathon était vraiment incroyable. Donc, oui, elle a réussi à se classer, mais là, il faut dire, elle est world class. Est-ce que ça devrait être un critère d'être world class pour être classé élite? C'est pas tout le monde dans la liste qui est world class. Et puis je pense pas que ça devrait non plus être des critères. Je pense que le but de cette liste-là, c'est oui d'encourager des athlètes qui sont déjà world class, mais aussi d'encourager l'élite et la relève et qu'on ait une progression. Puis tu n'as pas besoin d'être déjà vraiment de niveau world class pour recevoir de l'argent, pour que tu puisses t'améliorer. Donc, Anne-Marie Comeau, une femme au demi-marathon, 800 mètres hauteur, 1500 mètres, 100 mètres, 200, 100, 3000 mètres steeple, 5000 mètres, 800 mètres, 100 mètres, hauteur, heptathlon, hauteur, longueur, marathon, Mélanie Mirand. Encore une fois, elle a fait les championnats du monde. Elle a terminé, je pense, était top 25, je crois. Encore une fois, world class. Mélanie Mirand, elle est world class. Elle a fait des championnats du monde. Est-ce que c'est un critère obligatoire d'être world class? Si on regarde, les seuls qui se classent chez les femmes au marathon puis au demi-marathon, c'est des athlètes vraiment world class. Chez les hommes, il n'y en a juste pas. On n'a juste aucun. Chez les femmes, c'est ça. Il faut que tu sois world class. Puis Mélanie, elle, qu'est-ce qu'il fait? Oui, je pense qu'elle a plus de talent que moi à la base, si on compare juste en termes de elle chez les femmes versus moi chez les hommes. Je pense qu'elle a plus de talent. Mais je pense aussi qu'il y a un facteur important. Elle est super infirmière. Elle travaille à 50%. Puis elle est capable de bien vivre de ça. C'est quand même une job assez payante. Donc, puis elle gère bien son argent. Elle est capable de vivre de ça, d'un salaire de 50%. Fait qu'elle a beaucoup de temps pour récupérer. Grâce à ça, en partie, je pense aussi qu'elle a plus de talent que moi. Mais c'est un facteur important. Le fait qu'elle, elle peut se le permettre de travailler à temps très partiel, à 50%. Moi, est-ce que je peux le faire? Je pourrais. Je suis quand même assez bon avec mon argent. Je pourrais aller creuser dans mes réserves, dans mes savings que j'ai fait. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça, surtout quand je sais que les standards vont juste s'empirer et s'empirer pour les coureurs sur route? Comme c'est quoi mon intérêt à ça? 100 mètres haies, 1500 mètres, 400 mètres, 400 mètres haies, perche, marteau. On va regarder relève femme. Poids 800 mètres, marteau, 2000 steeple, hauteur 2000 steeple, 1500, 400 mètres, longueur, c'est souvent longueur, 100 mètres, 1500, 200, poids, 400 mètres, longueur, 800, marteau, 400, poids, 400 mètres haies, 3000 steeple, 100 mètres, 100 mètres, 800 mètres, 100 mètres haies, 10, 400 mètres haies, hauteur, heptathlon, 100 mètres, 10 km marche, 100 mètres haies, disque, marteau, longueur. Après ça, c'est les espoirs. Encore une fois, on n'a aucune femme dans la relève sur marathon, demi-marathon. Anyway, je ne m'attends pas à en voir sur demi-marathon, marathon, dans relève. Sur relève, c'est des plus jeunes. Je m'attends à en voir dans élite. On en voit deux. Deux qui sont vraiment world class complètement.
je, je me demande si, tu sais, à voir ça, ok, là on regarde juste cette année, on dirait qu'il y a quand même un biais en défaveur pour les coureurs de marathon, demi-marathon, les coureurs sur route. C'est l'impression. L'affaire, c'est que ça a été de même pendant des années. Puis avant, c'était pire. Avant, il y avait du moins chez les hommes, au marathon, là, on a David Leporo, corrigez-moi si j'ai tort, mais il n'a jamais reçu d'argent. Corrigez-moi si j'ai tort. Ça se peut, je veux pas. Si jamais il l'a reçu, dites-le moi. Combien d'années il l'a reçu? Philippe Viaud-Dupuis l'a reçu une année. Moi, j'ai reçu une année pour sur route. Avant, j'avais réussi à me classer grâce à mes performances aux 5000 puis 10 000 mètres parce que c'était plus réalisable. Sur 5000 puis sur 10 000, des épreuves de piste, d'athlétisme, c'était plus réalisable. Sur route, c'est juste le monde a tellement progressé que c'est rendu impossible pour nous de faire ça. Tu sais, moi j'aurais pas de problème si en ce moment, si le Québec était une force mondiale, qu'on avait plein de top coureurs sur route là, au marathon, demi-marathon, puis que les standards étaient super durs, puis moi j'étais pas capable de les faire. Si on avait, mettons, deux ou trois là, au demi-marathon ou au marathon sur la liste, chez les hommes et chez les femmes, j'aurais absolument aucun problème. J'aurais pas de problème. Fine, on a des athlètes world class, la proportion a de l'allure parmi toutes les épreuves. Correct, fine, I didn't make it. L'affaire, c'est qu'en ce moment, on n'est juste pas à ce niveau-là. Fait que là, est-ce que on va continuer de punir les coureurs sur route parce que le reste du monde progresse? Puis nous, ben, on peut pas progresser parce que nos standards sont trop durs. Fait que comment est-ce qu'on peut s'améliorer si on peut pas faire nos standards? C'est un peu ça. Puis je veux pas trop, je veux pas bâcher sur toute la FQA. J'ai beaucoup d'amis là-dedans, je connais beaucoup de monde sympathique que je croise aux compétitions, que je pense pas que c'est de leur faute, mais j'ai l'impression que c'est juste le système a été mis en place de même, puis il n'y a personne qui veut le changer, parce que sinon, je sais pas, ça serait compliqué, oui, ça serait compliqué d'amener du changement à ce système-là, parce qu'il faudrait se justifier. Mais le fait est qu'en ce moment, il n'y a pas de coureurs sur route. Chez les hommes, on n'a aucun coureur sur route. On a Perry qui fait un petit peu de course sur route, mais en ce moment, il s'est classé grâce à un 10 000 mètres. Okay? Puis that's it. Puis lui, c'est en relève. On n'a aucun coureur sur route élite homme qui reçoit d'argent du gouvernement parce que les critères de la FQA se basent uniquement sur les critères de la World Athletics. Ils se basent seulement sur des standards qui sont faits à travers le monde. Aussi, un autre problème qu'on avait ça, même si, mettons, les standards étaient moins difficiles, okay, parce que là, d'année en année, c'est de plus en plus difficile, mais même s'ils étaient moins difficiles, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que c'est juste que ce soit, il faut à chaque année qu'un coureur au marathon effectue une bonne performance, effectue une performance d'élite. Disons que les performances élites sont un peu plus faciles. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer au marathon. Puis ça dépend tellement des conditions de la journée. Tu peux avoir le meilleur build-up de marathon. Puis là, tu arrives à ton marathon, mettons Ottawa, meilleur exemple. Tu arrives, ça pourrait être super beau, puis tu fais ton standard. Puis ça pourrait être super chaud, puis tu n'as aucune chance, même si tu as eu le meilleur build-up du monde. Donc, je sais, John, mon coach, avait justement jasé à l'FQA de ça l'année passée pour essayer de changer. Dans les années précédentes, il y en a jasé. Il avait dit, comme, en ce moment, c'est pas fair. Si t'es un coureur de 5000 mètres, 1500 mètres, 800 mètres, whatever, n'importe quelle autre épreuve, t'as 1 million de chances. T'as pas 1 million de chances, mais t'as plein de compétitions que tu peux faire. Si tu l'as pas à une compétition, tu peux l'essayer à l'autre compétition. Si tu l'as pas à l'autre, tu peux l'essayer à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Il y en a tous les week-ends d'habitude, des compétitions. Donc, tu as plusieurs chances pour t'essayer. Au marathon, tu as une ou deux chances. Selon moi, au Québec, tu as une chance. Parce que je pense que c'est à peu près impossible de faire un bon build-up en hiver, avec les hivers qu'on a. Après ça, tu me diras, ben va-t'en à Vancouver, va-t'en ailleurs. Ben oui, je ne reçois pas d'argent.
de la FK. Fait que je vais pas aller là. Je ne reçois pas d'argent. Il y a eu déjà des camps d'entraînement. J'ai déjà participé à un camp d'entraînement à Park City. Ça, c'était autour de avril, je crois. Donc, déjà, de toute façon, avril, on est putain en hiver. Puis il y avait pas de coureurs de marathon. C'était beaucoup des coureurs de piste. On a surtout fait des entraînements de piste. Donc, ça me donnait pas tant un gros avantage. Oui, j'ai fait un bon temps sur piste, mais je devrais pas être obligé de faire des bons temps sur piste si je suis un coureur sur route. Je devrais pouvoir faire des courses sur route puis me classer grâce à mes courses sur route. Puis le problème, c'est qu'en ce moment, euh, ma meilleure façon, mes meilleurs espoirs de me classer, c'était en faisant des 10 000 mètres puis des 5 000 mètres. L'année passée, si j'avais été intelligent, ben, si j'avais, peut-être pas intelligent, mais si j'avais été stratégique, j'aurais skippé peut-être Montréal ou Toronto, puis je me serais arrangé pour aller faire un 10 000 mètres aux États-Unis. Puis oui, j'aurais pu faire ça. Mais moi, mon but, c'est de faire des marathons rapides. J'aime pas les 10 000 mètres, j'aime pas ça. C'est vraiment une épreuve souffrante, plate, 25 tours d'une piste, c'est de la merde. Mais euh, oui, là, les gens vont dire, ben, c'est à toi de faire ça. Mais est-ce que ça devrait être à moi de faire ça? Est-ce que ça devrait pas, justement, on devrait pas avoir juste des standards qui sont équivalents en termes de difficulté? Parce qu'en ce moment, clairement, les standards de 10 000 mètres sont plus faciles que les standards de demi-marathon et marathon. En tout cas, dans les dernières années, ça a toujours été ça. J'ai jasé avec plein de coureurs sur route. On était tous d'accord que c'était beaucoup plus facile de faire le standard de 10 000 mètres que marathon ou demi-marathon. Euh, et euh, donc, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Oui, encore une fois, je sais que c'est à cause de la World Athletics. Mais bref, je trouve que ça fait pas de sens. Je trouve qu'en ce moment, si on continue dans cette direction-là, euh, l'élite sur la course sur route ne va pas s'améliorer tant que ça. Oui, ça dépend beaucoup aussi des talents puis tout, mais si plus tu as de personnes qui vont performer au niveau, euh, au niveau sur la route, au marathon, au demi-marathon, plus ça va en inspirer d'autres à se mettre là-dedans. Si tu n'as pas d'exemple de personnes qui le fait, il y a moins de chances que tu décides d'aller vers là. Puis aussi, s'il y a du monde qui font ça, ben là, il y aura peut-être d'autres mondes qui vont vouloir compétitionner contre ces personnes-là. Puis c'est de même que tu améliores des temps, c'est en ayant de la compétition. Quand tu es au niveau élite, c'est ça que ça prend. Puis là, le problème, c'est selon moi, on ne va pas dans cette direction-là en défavorisant les coureurs sur route. Puis je, je vous invite, si vous avez des informations sur les années précédentes, sur, ben là, t'as oublié telle personne dans les années précédentes qui était sur marathon, qui a été classée, identifiée élite par la FIA, s'il vous plaît, dites-le moi. Moi, je vais essayer de donner des informations plus complètes. Pour l'instant, on n'a pas, je ne sais pas comment faire pour avoir accès aux listes des années précédentes. On peut juste avoir cette année-ci. Mais je vous dis, au meilleur de ma connaissance, euh, chez les femmes, ça a toujours été sur route. On a Anne-Marie Como, Mélanie Mirand. Euh, Ariane Rabi, je ne sais pas si elle l'a déjà eu, mais je sais que plusieurs années, elle ne l'a pas eu. Puis je pense pas. Peut-être qu'elle l'a eu une année, mais je pense pas plus. Puis donc ça, c'est coureur sur route. Chez les hommes, il y a eu moi qui l'a eu une fois au marathon. Il y a eu Philippe Viau-Dupuis qui l'a eu une fois au marathon. That's it. Donc, c'est ça qui conclut mon rant. Encore une fois, je vais sûrement passer pour un gars qui chiale parce que j'ai pas eu mon argent. Puis en effet, si j'avais eu mon argent, j'aurais pas probablement fermé ma gueule, puis j'aurais juste fait bon, ben, j'ai mon cash. Une chance que je l'ai eu l'année passée, hein, puis hier, je l'ai encore cette année. Le problème, c'est que là, c'est pas le cas. Puis là, ça m'a permis un peu de réaliser, hey, crime, ça fait plusieurs années qu'on est défavorisé, les coureurs sur route, à mon avis. C'est mon avis. Indiquez-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Dans les deux cas, je veux entendre votre opinion dans les commentaires sur le post Facebook ou sur le vidéo YouTube, whatever, n'importe où. Je veux savoir ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui chiale, peut-être. Mais du moins, j'ai beaucoup réfléchi. J'en ai beaucoup jasé avec du monde quand même. Puis c'est l'impression que plusieurs coureurs sur route, du moins, ont. Je suis vraiment curieux de savoir ce que les autres coureurs sur route de l'élite au Québec ou juste en général au Québec ont à dire sur le sujet. Alors, s'il vous plaît,
soit par message, envoyez-moi des messages, civilement, s'il vous plaît. Mais c'est correct, je peux prendre la critique totalement, mais juste de ne pas envoyer des insultes, évidemment. Mais envoyez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'aimerais avoir votre avis. S'il y a du monde AFK aussi, j'aimerais savoir si vous voulez clarifier certains points. Ça me fait plaisir de les clarifier dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, du meilleur de ma connaissance, de tout ce que j'ai compris, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est défavorisé, les coureurs sur route. Et selon moi, il faudrait que ça change l'année prochaine, si possible. Donc, ben merci. Rebonjour. Je voulais simplement clarifier quelques points de mon argumentaire, juste pour m'assurer que je couvre toutes les bases. Dans le fond, je veux répliquer un contre-argument que je peux voir venir, qui est le suivant. Ben, moi, j'ai fait 5 000 $ de bourse l'année passée, je l'ai dit. Donc, est-ce que ça équivaut pas aux 4 000 à peu près que je devrais recevoir? J'ai déjà abordé ce point, j'ai déjà expliqué pourquoi le 4 000, ça vient aussi avec d'autres avantages, comme mon coach qui va recevoir un salaire vu qu'il y a plusieurs athlètes identifiés élites. Mais selon moi, ben, je vais expliquer pourquoi je crois que les coureurs sur route ont besoin de plus que 5 000 $ de bourse par année pour se consacrer entièrement à la course. Les coureurs sur route, en moyenne, ils ont environ 24 à 35-40 ans. Le pic au marathon, c'est autour de 30 ans. Donc, les coureurs sur route vont être plus âgés. Puis aussi, quand on est coureur universitaire, on ne fait pas de course sur route ou on en fait très peu. Des fois, on en fait un petit peu hors saison, quand la saison, mettons, d'athlétisme intérieur en salle, suite à l'hiver, quand c'est terminé. Là, des fois, peut-être, on peut faire quelques courses du circuit sur route, mais on ne peut pas faire de marathon. On ne peut pas faire de demi-marathon. Je me souviens même, moi, je voulais faire des marathons, mais là, ben, mes coachs me disaient, ben là, non. Là, si tu fais ça, tu vas saboter ta saison de cross-country, puis on peut pas accepter ça. Donc, il faut attendre après l'université pour vraiment se dédier au marathon et au demi-marathon. On peut un peu performer au demi, mais vraiment, pour performer vraiment au demi ou au marathon complet, mais il faut attendre d'avoir terminé l'université. Et donc, quand on a terminé l'université, ben, on a autour de 23, 24, 25, 26 ans. Ben, c'est ça le problème, c'est que autour de cet âge-là, ben, tu as besoin d'habitude de plus que 4 000 $ ou que 5 000 $ pour compenser pour l'absence d'avoir une job à temps plein. Si je regarde les coureurs élites au Québec sur route en ce moment qui ont pas de job à temps plein, mettons, j'en vois pas. Je pense à Anthony Larouche, lui, il travaille, je crois, à temps plein en tant que professeur d'éducation physique. Comme moi, Benjamin Raymond, que j'ai déjà reçu aussi, même chose. Il travaille à temps plein à une école. J'ai déjà reçu d'ailleurs Benjamin Raymond, puis il expliquait un peu comment il faisait pour rentrer toutes ses runs dans sa journée, mais on s'entend quand même que oui, c'est faisable de le faire. Oui, on a sûrement des exemples de personnes inspirantes qui le font. Je pense à Phil Viau-Dupuis qui a quand même réussi en travaillant à temps plein en tant que procureur pour la couronne. Il rentre quand même, il a quand même rentré juste au-dessus de 2,20 au marathon. Mais on s'entend que c'est pas dans des conditions optimales. Puis que s'il n'y avait pas eu à travailler en temps plein en tant que procureur, peut-être qu'il aurait même pu aller, très fort probablement, aller en bas de 2,20 s'il avait pu aussi ne pas travailler temps plein, puis se payer un camp d'entraînement en hiver, partir un mois pour s'entraîner sérieusement. Je pense qu'il aurait pu aller chercher en bas de 2,18 peut-être même en bas de 2,16. Là, je pense à d'autres coureurs sur route. Vincent Ouamé, médecin. Je suis pas mal sûr qu'il travaille proche de temps plein, si ce n'est pas temps plein. Alexis Lavoie-Gilbert, je suis pas mal sûr qu'il travaille à temps plein. Donc, je vois Patrice Labonté aussi, avocat.
toujours. Puis lui, c'est intense. Lui, je me souviens, une soirée après une compétition, qu'il devait travailler quasiment toute la nuit pour compléter des dossiers. On s'entend que il réussit à make it work, il réussit à faire fonctionner ça, mais c'est pas du tout optimal. C'est pas des conditions qui peuvent lui permettre de performer à son plein potentiel. Donc, euh, selon moi, ça prend la combinaison des bourses et de l'argent du gouvernement en étant classifié comme étant élite pour pouvoir se dire, OK, je vais travailler à 80% ou je vais travailler à 60 ou à 50%. Mel réussit à le faire, Mélanie. Euh, c'est parce qu'elle a quand même, que j'ai déjà mentionné, elle a quand même une job assez payante. Puis elle a fait un choix, elle a fait un gros sacrifice. Elle sacrifie beaucoup d'argent à chaque année pour pouvoir faire ce sport-là. Elle fait pas plus d'argent, croyez-moi, en choisissant, en faisant ce choix-là. Au contraire, c'est un sacrifice. Elle était capable d'aller chercher son statut élite. Elle fait un petit peu d'argent de bourse par-ci par-là. Mais je pense qu'elle a fait moins d'argent de bourse que moi parce qu'elle est plus sélective dans ses courses. Elle prend plus vraiment des courses pour faire des temps. Tandis que ben, moi, je regarde un petit peu plus l'argent qu'elle. Aussi parce que je sais que j'ai moins de chances d'avoir mon statut d'élite. Donc, il faut que je compense si je ne l'ai pas. C'est ça qui est arrivé à Montréal. Cette année, en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait Montréal? Pourquoi est-ce que j'ai pas juste skipper Montréal pour me concentrer à 100% sur Toronto? Puis si j'avais fait ça, j'aurais probablement eu mon standard à Toronto. Mais j'ai pris cette décision-là parce que le standard était si difficile. Puis je ne savais pas si je pourrais le faire. Donc, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que le marathon c'est un événement particulier. C'est pas nécessairement possible d'être constant à chaque année. Quand tu as seulement vraiment une course, selon moi, c'est juste en automne. Tu peux vraiment avoir une bonne course au printemps avec les hivers qu'on a, c'est impossible. Si je peux me permettre d'aller dans un endroit dans le monde que je pourrais bien m'entraîner, voilà, peut-être que je pourrais aussi faire un bon marathon de printemps. Mais là, en ce moment, j'ai pas du tout, j'ai pas l'argent pour ça. Euh, donc, vraiment, après avoir fait le test, l'avoir vécu, avoir un build-up de cul en m'entraînant pour Rotterdam, avoir dépensé pour me rendre à Rotterdam et tout ça, au final, j'ai découvert que c'est pas ça vaut pas vraiment la peine d'essayer de faire nos meilleurs temps au printemps. Donc, on a vraiment une chance, c'est à l'automne. Puis disons qu'on en a deux. Est-ce que c'est vraiment suffisant d'avoir deux chances au courant de l'année pour faire un standard dans un événement qui n'est c'est pas comme le 5000 mètres, c'est pas comme le 10 000 mètres, c'est pas comme le demi-marathon. Le demi-marathon, c'est possible d'être plus constant, mais le marathon, c'est pas possible d'être constant parce que ça dépend des conditions. Tu peux peut-être avoir eu le build-up parfait. Je regarde Tony Larouche qui avait eu un build-up parfait pour Toronto. Vraiment, il avait mis des bonnes semaines d'entraînement. Cette journée-là, ça allait pas. On a eu quand même des bonnes conditions à Toronto, quand même assez pas pire. Puis ça a juste pas allé, cette journée-là. Puis si on n'avait pas eu des bonnes conditions à Toronto, en plus, s'il avait fait chaud, s'il y avait. Tu sais, il y a juste tellement de facteurs que selon moi, c'est injuste de mettre ça d'utiliser les mêmes critères que pour des 5000, que pour des 3000, que pour des 1500, que pour des 100 mètres. Selon moi, on peut pas faire ça. Donc, est-ce qu'il faut séparer la FQA de la course sur route? Je pense pas, mais je pense qu'il faut qu'ils reconnaissent l'unicité. Je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, la différence du marathon puis du demi-marathon, que c'est différent des autres événements, non seulement parce que c'est à peu près impossible d'être constant, mais aussi parce que ceux qui performent là-dedans, c'est des gens qui ont autour de entre 25 et 30 ans. Vraiment, avant 25 ans, c'est très difficile de vraiment performer. Il y a du monde qui vont dire oui, tu regardes tel Kenyan qui a juste 22 ans. Ok, oui, bravo. Au Kenya, ils ont plein de 1 million de gars qui peuvent courir en bas de 2,20. Mais on est au Québec ici, donc c'est différent, une réalité différente.
Euh, Ici, selon moi, ceux qui vont performer le plus vont être entre 25 et 40 ans. Donc, je pense que ces personnes-là qui ont des chances, du moins le top de ces personnes-là, ils ont besoin de recevoir et l'argent des bourses qu'ils peuvent aller chercher, mais aussi de l'argent qui vient avec leur statut élite. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, le système a besoin de changer. Je crois qu'il faut. Puis quoi faire là? Il y en a qui pourraient me dire ben là, François, tu chiales, tu proposes pas de solution. Mettons des pistes de solutions, puis je dis juste ce qui m'est passé par la tête. Peut-être de faire ça aux 2 ans pour ceux qui sont sur le marathon. Donc, mettons que si tu réussis à faire un standard marathon, ben, c'est bon pour 2 ans de faire ou peut-être d'offrir des équivalences sur des plus petites distances, mais qui sont allégées pour les coureurs de marathon. Donc, disons que je suis un coureur de marathon, ben, que je pourrais faire mon standard sur un 10 km route, qui n'est pas le cas en ce moment. Je ne crois pas que je peux faire mon standard sur un 10 km route. Euh, je pense juste que je peux le faire sur 10 000 mètres piste pour l'instant, à ce que je sache. Donc, euh, que je puisse le faire, mettons, sur un 10 km route, puis que ce soit moins demandant que l'équivalence de ce que je vaux au marathon. Disons, si on regarde les pointages IAF au marathon, puis on regarde, mettons, une performance vaut, là, je dis n'importe quoi, je dis en l'air, mettons, ça vaut 1500 points. Puis que là, on regarde pour le 10 km, on n'irait pas chercher une performance qui vaut 1500 points parce qu'évidemment, la personne s'entraîne pour le marathon, pour être vraiment optimisé pour le marathon. Donc, tu donnerais un standard qui est plus bas pour cette personne-là, euh, en sachant qu'elle s'entraîne pour le marathon. Je pense que ça, c'est des pistes. C'est des pistes parce que là, des 10 km, là, je peux en faire 2, 3, 4. Je peux en faire 10 dans une année, là, des 10 km. Je peux. On peut faire ça, les coureurs sur route. C'est un bon test pour voir quand même la forme. Euh, donc, je pense que ça, c'est des pistes. Je dis des pistes de même. De pouvoir transférer la distance, des équivalences quand même un peu généreuses, de faire pas nécessairement de permettre de le faire peut-être qu'une performance élite au marathon dure plus qu'un an. Ça, c'est des petites idées comme ça que je lance. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. J'aimerais entendre si vous avez d'autres, si vous êtes d'accord avec mon point de vue qu'il faudrait changer un peu la façon que ça fonctionne. J'aimerais savoir vos pistes d'idées. Si vous ne croyez pas que c'est le cas, ben, je veux quand même entendre votre opinion. Donc, laissez-le savoir dans les commentaires ou envoyez-moi un message et ça me fera plaisir d'entendre ça. Puis je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Je me demande, est-ce que c'est juste moi qui pense comme ça, qui pense que la situation actuelle n'est pas désavantage les coureurs sur route? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent similairement? Donc, laissez-moi savoir. Aussi, des petites nouvelles que je voulais couvrir tout juste avant de quitter, puis qui sont sorties depuis que j'ai enregistré la première partie de l'épisode. On a un coureur qui s'est lancé, Jean-François Cochon, qui s'est lancé, là je ne retrouve plus l'article malheureusement, mais qui s'est lancé dans tout un défi. Il veut faire 2000, il veut faire 17 000 mètres de dénivelé seulement, en seulement 24 heures. Donc, il veut battre le record du monde euh, pour, euh, pour le plus de dénivelé en 24 heures possible. Donc, c'est tout un défi qui se lance. En fait, ça équivaut à 2 monts Everest. J'avais déjà couvert Mathieu Blanchard qui avait fait 10 000 mètres. Je pense qu'il avait fait autour de 10 heures. Puis ça équivalait un peu plus que le mont Everest. Le mont Everest, c'est autour de 8 848 mètres, si je ne me trompe pas. Et donc là, on parle de 2 monts Everest en 24 heures. Il va essayer de faire ça au mont Sainte-Anne. Donc, on lui souhaite bonne chance les 6 et 7 août. Donc, ben, ça devrait être quasiment fini là. Donc, on verra bientôt s'il a réussi son défi. Et on a aussi le marathon de Londres qui est cancellé. Donc, on s'y attendait, mais c'est juste officiel. Marathon de Montréal, on n'a toujours pas de nouvelles. On sait que c'est cancellé, mais il n'y a toujours pas eu de communication de la part des organisateurs. Donc,
c'est un peu du n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais pas ranter plus là-dessus, j'ai déjà assez ranté, mais bref, juste annoncer, si vous savez pas encore c'est quoi que vous allez faire, si vous allez rembourser les gens ou non, juste dites-leur qu'une communication s'en vient, puis que ça n'a pas lieu cette année, ça serait un peu la moindre des choses, parce que si quelqu'un ne suit pas les nouvelles, il n'est peut-être pas au courant de cela. Rejoignez mon équipe au demi-marathon virtuel du Mont-Tremblant. Je l'ai déjà mentionné en début, mais je vous le rappelle parce que je veux que mon équipe gagne. Puis si vous faites partie de l'équipe gagnante, vous avez plein de chances de gagner une des inscriptions. Moi, je n'en prends pas pour moi-même, j'en ai déjà une. Donc, je vais les distribuer, les inscriptions gratuites, les t-shirts les petits passeports demi-marathon Mont-Tremblant. Donc, rejoignez mon équipe Le Monde de la course. Puis, dernier petit point, je viens de me souvenir. Dans le fond, dans la liste des 128 athlètes identifiés, j'ai fait le calcul dans un enregistrement précédent, puis là, j'ai réalisé que c'était juste long, moi, qui comptait à chaque personne. J'ai fait le calcul. Dans toute la liste de 128 athlètes, il y en avait 18 qui avaient 25, qui avaient plus de 25 ans. Donc, peut-être que le calcul n'est pas exact. J'ai compté tous ceux qui sont 94 ans, 94 ou moins. On avait 18 dans toute la liste de 128. Je pense que c'est très peu. Puis ça, là-dedans, les coureurs sur route, on en avait une. C'était Mélanie Mirand. Anne-Marie Comeau qui a moins de. Ou peut-être qu'elle a tout juste 25 ans ou environ. Dans ces environs-là, mais bref, mettons deux coureurs sur route dans tout ça qui ont plus de 25 ans ou plus. Donc, on voit l'effet que ça a, le fait que les courses sur route, que c'est plus les personnes plus âgées d'habitude qui vont faire ça, ben, l'accès soit difficile, ben, on le voit dans la moyenne d'âge des personnes qui le reçoivent. Je suis pas contre que les jeunes reçoivent des bourses. Au contraire, je trouve que ils devraient avoir des bourses, ils ne devraient pas avoir à se soucier de devoir travailler à temps partiel. Tu ne devrais pas faire ça quand aux études si tu fais un sport sérieusement. Je ne le crois pas du tout. Puis moi, je ne l'ai pas eu malheureusement, mais j'étais chanceux. J'avais mes parents qui me supportaient pour mes études. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, évidemment. Donc, je pense que cet argent-là est vraiment nécessaire, mais je crois que c'est important aussi qu'il y en ait aussi pour les athlètes plus âgés. Je me considère comme un athlète plus âgé à 26 ans, mais qui court sur route. Donc, laissez-moi savoir votre avis. Et sur ce, bonne course.